et bienvenue à la journée d'études consacrée au devenir de la recherche historique et socio-esthétique sur le théâtre au Québec. Notre activité n'a pu avoir lieu en bimodal comme c'était prévu au départ pour les raisons que vous savez. Consolons-nous car aujourd'hui, le climat, dis-je, n'est pas très coopératif. Je remercie grandement tous ceux et celles qui ont accepté de préparer une intervention à l'une des 4 tables rondes au programme. Mes remerciements s'adressent également à mes 2 complices, Roxane Martin et Francis Duchamp, qui m'ont épaulé dans la préparation de cette journée d'études. Je tiens à souligner le soutien très précieux d'Annie Tanguay, coordonnatrice scientifique du Centre de recherche interuniversitaire sur la littérature et la culture québécoise de l'Université de Montréal, et de son adjointe, Morane Arcan. Les documents à préparer et la circulation de l'information ont ainsi été dans de très bonnes mains. Maintenant, nous allons respecter le déroulement du programme que vous avez reçu avec une courte pause entre les 2 tables rondes en matinée et de même pour les 2 autres en après-midi. Une pause d'environ 1 heure vous permettra d'aller vous sustenter. Nous reprendrons nos travaux après le dîner à 13h30, mais il serait souhaitable que vous vous connectiez dès 13h20. Là-dessus, je cède la parole à Jeanne Beauvais, professeure d'histoire et d'esthétique du théâtre au département des littératures de langue française de l'Université de Montréal, que je remercie d'avoir accepté d'être la modératrice de la première table ronde aujourd'hui. Jeanne. J'ai le plaisir et surtout l'honneur de présider cette première table ronde intitulée « Les défis d'hier et d'aujourd'hui des historiographies du théâtre au Québec, bilan et prospective ». Alors, cette table ronde s'inscrit bien sûr dans le sillage de la publication récente de 2 importantes contributions à la recherche historique sur le théâtre au Québec, à savoir d'une part le monumental ouvrage collectif « Le théâtre contemporain au Québec 1945-2015 » dirigé par Gilbert David, publié au PUM en 2020, dont de nombreux collaborateurs sont présents aujourd'hui. Et aussi le numéro 6 de la revue d'historiographie du théâtre, publié en mai 2021, intitulé « Histoire plurielle du théâtre au Québec », un dossier préparé par Hervé Gay et Yves Jubinville. Donc, des choses très, très récentes, bien sûr, mais cette table ronde s'inscrit aussi, je le crois, dans la mémoire et l'héritage des contributions qui les ont précédées. Je parlerai notamment du Théâtre québécois de Laurent Mailloux et Jean-Cléo Godin, donc ouvrage fondateur, du Théâtre québécois 1975-1995 dirigé par Dominique Lafont, publié en 2001, de l'ouvrage co-dirigé par Gilbert David et Hélène Beauchamp sur les théâtres québécois et canadiens français au XXe siècle, publié aux Presses de l'Université du Québec en 2003. Et donc, à partir de là, de ce dialogue entre passé, présent et avenir, plusieurs questions peuvent se poser sur l'écriture de l'histoire du théâtre au Québec, sur sa mise en récit, qui bien sûr est elle-même historiquement marquée. Des questions d'historicisation, évidemment, et notamment de périodisation. Par exemple, le fameux repli identitaire des années 1980, qui est devenu une espèce de doxa qu'il vaut bien la peine de questionner, vous le savez. L'usage des archives dans la recherche sur l'histoire du théâtre au Québec, l'usage aussi du numérique maintenant, qui devient de plus en plus intéressant à exploiter à cet égard, les liens entre les travaux en histoire du théâtre et l'approche en études culturelles, en histoire culturelle, l'état de la recherche et de l'enseignement actuel en art du spectacle vivant et bien sûr les nouvelles recherches à entreprendre au cours des prochaines années. Bref, plusieurs sujets, et la liste n'est évidemment pas exhaustive, que vont aborder ou non les panélistes qui ont eu carte blanche quant aux aspects qu'ils voulaient privilégier. Alors, les interventions de nos 3 panélistes vont durer chacune une vingtaine de minutes, après quoi la discussion sera ouverte au public et la séance devrait se terminer vers 10h30, j'imagine. Et donc, sans plus tarder, je vous présente les personnes qui vont intervenir lors de cette table ronde. Lucie Robert, professeure associée à l'UQAM, où elle a enseigné la littérature québécoise jusqu'à l'été 2020,
Elle est l'auteure de plusieurs ouvrages importants, l'Institution du littéraire au Québec, qui a connu une nouvelle édition en 2019 en format de livre de poche. Elle a été membre du collectif de rédaction de la vie littéraire au Québec, dont elle est devenue co-directrice. Elle a collaboré à la rédaction du dictionnaire du littéraire publié aux Presses universitaires de France en 2002. Et ses plus récents ouvrages sont Apprivoiser la modernité théâtrale, la pièce en un acte de la belle époque à la crise, chez Nota Bene en 2012, Le théâtre en revue avec Sean Hoffman aux Presses de l'Université du Québec en 2014, et La littérature comme objet social, publié chez Nota Bene en 2019 avec Marie-André Baudet et Micheline Cambron. Lucie Robert est membre de la Société des 10 et membre régulière du CRILC. Yves Jubinville est professeur en études théâtrales à l'UQAM. Il a été directeur de l'annuaire théâtral de 2008 à 2014. Il travaille sur l'historiographie théâtrale, l'histoire du théâtre au Québec, les dramaturgies contemporaines et les questions relatives à la patrimonialisation des arts du spectacle. Il est co-rédacteur de l'ouvrage collectif que j'ai mentionné en début, Le théâtre contemporain au Québec, 1945-2015. Et il a aussi dirigé, comme je l'ai dit avec Hervé Gay, le dossier Histoire plurielle du théâtre au Québec, publié par la Revue d'historiographie du théâtre. Yves est membre régulier du CRILC. Il est aussi président du conseil scientifique de l'Institut du patrimoine. Et enfin, et non le moindre, Gilbert David, qui a enseigné la dramaturgie, l'histoire et l'esthétique du théâtre au département des littératures de langue française de l'Université de Montréal de 1998 à 2011 et qui, depuis sa retraite, est professeur associé au même département. Récemment, donc, il a dirigé l'ouvrage Le théâtre contemporain au Québec 1945-2015 et il a aussi publié un autre ouvrage collectif qui est paru récemment, Carole Fréchette, dramaturge, un théâtre sur le qui-vive. Gilbert collabore au magazine Spirale depuis 2009. Il est membre régulier du CRILC. Et l'ordre alphabétique déterminant l'ordre des interventions aujourd'hui, c'est à tout seigneur, tout honneur, c'est Gilbert donc qui va ouvrir cette table ronde. Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais faire un exposé en 3 points, des observations sur l'ouvrage que j'ai eu l'honneur de diriger avec la collaboration de nombreuses personnes, chercheurs. Deuxième aspect, une problématique historiographique concernant les sources documentaires et leur traitement. Et enfin, des propositions touchant la recherche sur les arts vivants à moyen terme. J'utilise arts vivants à dessein pour élargir peut-être la réflexion qui nous attend dans les années qui viennent. Observation sur l'ouvrage, donc le théâtre contemporain au Québec. La perspective épistémologique adoptée par les responsables de notre ouvrage fut celle de combiner l'approche historiographique en revisitant les travaux accumulés sur le théâtre au Québec depuis 1945 à une lecture critique informée par les outils conceptuels tirés de la sociologie des pratiques artistiques et de l'esthétique des arts vivants, d'où l'emploi du terme de socio-esthétique. Disons-le franchement, il a fallu délimiter le terrain de fouilles documentaires en privilégiant les producteurs sans but lucratif, ce qui excluait tout un pan de l'activité scénique, y compris les productions comme celles des amateurs après 1975, ou encore celles que je placerais dans la catégorie des spectacles à numéros, comme ceux des variétés, dont le burlesque et l'humour, de comédie musicale, de cirque ou de joutes improvisées, la LNI en tête. En ce sens, la publication ne s'inscrit pas dans le champ de l'histoire culturelle proprement dite, en estimant nécessaire de commencer par mieux comprendre l'émergence qui nous apparaissait évidente d'une institution théâtrale en tant que telle, dont le déploiement maximal se matérialise en quelques décennies à peine, à la faveur d'un ensemble d'initiatives gouvernementales, mais aussi
grâce aux revendications des créateurs eux-mêmes, notamment ceux du baby-boom. D'où quelques conséquences méthodologiques. En premier lieu, celle de la nécessité d'allonger le questionnaire, selon la formule de l'historien Paul Venn, ce qui a débouché sur la réalisation d'un grand nombre d'annexes dont la somme peut donner l'impression d'une espèce de patchwork en regard du discours du texte principal. Le lecteur doit en quelque sorte faire un va-et-vient entre le contenu des chapitres et celui des annexes afin de se faire une tête, comme on dit. C'est là, à mon avis, la principale innovation de l'ouvrage, en soulignant que la construction d'un récit de la vie théâtrale ne peut faire l'économie de la mise en tableau de données factuelles. Lors d'une prochaine initiative de synthèse, dans 20 ans, les responsables auront sans doute à s'interroger au départ sur la structure éditoriale à adopter, en ayant pris la mesure des avantages et désavantages de la formule adoptée par notre équipe. J'aimerais notamment souligner la dimension financière propre à l'activité théâtrale, ce qui est très souvent évacué dans l'analyse des pratiques scéniques, alors que les commentateurs, spécialistes ou non, ont souvent tendance à faire comme si les conditions de travail, les encadrements réglementaires de diverses instances, les structures d'attribution de fonds publics aux compagnies théâtrales, etc., ne pesaient pas dans les orientations de cette activité. À cet égard, je fais le souhait que la recherche dans le domaine intègre cette dimension selon des modalités sur lesquelles je reviendrai. Je noterai quand même dans la foulée l'importance cruciale du capital symbolique ou niveau de reconnaissance quant à l'attribution ou non de la valeur artistique dans la dynamique des arts de la scène, ce qui se manifeste à même le fonctionnement de plusieurs instances, à la fois endogènes, les jurys de pairs notamment, et exogènes, la réception critique dans les médias, comme de la part des spécialistes. L'ouvrage a cherché à tenir compte de cette dynamique en y incluant particulièrement le rôle réflexif joué par les revues culturelles à cet égard. Il est bien sûr important de revenir sur deux des annexes signées par Francis Ducharme, qui propose pour la période 1920-1960 au chapitre 1 et la période 1960-2000 pour le chapitre 3, un schéma des grandes orientations en interaction dans la phase embryonnaire et suivi de la phase d'achèvement de l'institution théâtrale du théâtre québécois, à majorité francophone dans ce cas-ci. Les quatre polarités prises en compte, rappelons-le, sont A, l'art en tant qu'absolu, puis régime de singularité, B, commercialisation en tant que forme de divertissement, C, théâtre national et populaire, puis régime de communauté, et enfin, engagement qui reste la même pour les deux schémas. Il s'est agi d'identifier de cette manière un espace artistique hétérogène, fait de tensions dont l'intensité et les porteurs peuvent varier dans le temps. En ce qui concerne le pôle des formes de divertissement, il désigne la place des producteurs à but lucratif pour l'essentiel, c'est-à-dire les industries culturelles, toutes catégories confondues, qui aspirent à délasser le public selon des formules éprouvées ou standardisées, ce qui n'exclut pas des degrés variables d'accomplissement et d'inventivité ou de renouvellement. Avec le libéralisme et plus encore sous le néolibéralisme mondialisé, les modes de production et de diffusion de ces spectacles, auxquels on peut adjoindre les sports, aspirent à rejoindre le plus grand nombre possible et selon des stratégies de fidélisation à long terme et par le biais d'une culture de la convergence. Alors, les produits dérivés, la sérialisation, le transfert d'un médium à un autre, les périodiques sur les stars, les clubs de fans en ligne, etc. En passant, il y avait une bourbe de toute récente qui avait un peu
scandalisé une partie du milieu théâtral quand le directeur par intérim de la santé publique a parlé de la fermeture des lieux de spectacle comme étant des lieux de divertissement. Alors, je dis ça en passant, comme quoi le terme de divertissement est très chargé. Cela dit, il me semble que ces schémas mériteraient d'être développés et précisés dans leur articulation conceptuelle. Et je soumets qu'une piste intéressante se présente avec l'élaboration par le philosophe Jacques Rancière d'une théorisation du champ artistique global et pas seulement théâtral, en 3 régimes concomitants en interaction: le régime éthique, le régime représentatif et le régime esthétique. Cette alternative théorique est élaborée évidemment en fonction de la réalité hexagonale ou plus largement européenne. Rien ne peut garantir que cela puisse s'appliquer tel quel à la situation québécoise. Néanmoins, il m'apparaît utile de se confronter en tant qu'historien des arts et lettres à des conceptions venues d'autres horizons, ne serait-ce que pour en dégager des pistes interprétatives pertinentes pour la compréhension de nos réalités propres. Il n'est qu'à penser au trafic incessant de concepts qui émaillent les études et essais sur la dramaturgie ou la mise en scène au Québec: modernité, postmodernité, théâtre populaire, romantisme, réalisme, naturalisme, avant-garde et j'en passe. Tout chercheur est toujours appelé à se mesurer à un outillage théorique d'origines diverses qu'il va mettre à contribution dans ses travaux d'analyse. Je citerai à titre d'exemple les ouvrages de Pascal Casanova, de Jean-Pierre Sarrazac, de Patrice Pavis, de Joseph Danan, de Marie-Madeleine Mervan-Roux, pour m'en tenir à cette courte liste de contributeurs français contemporains dont on peut déceler l'influence au Québec. Il y en aurait beaucoup d'autres dans les domaines de la sociologie, de l'esthétique, et pas seulement d'origine européenne. Mais j'arrête ici l'opération de name dropping. Un autre aspect mérite d'être relevé concernant cette fois la périodisation. Le découpage en périodes, je lui préfère le terme de segmentation pour les chapitres de notre ouvrage, est toujours sous-tendu par l'objectif d'en faire saillir les modalités de continuité, discontinuité. Dans le théâtre contemporain au Québec, la segmentation pratico-pratique s'est faite en amont afin de guider la cueillette de données factuelles et d'identifier les agents en présence et de comparer leur productivité. C'est une tâche assez fastidieuse et qui demande un temps énorme, mais qui est néanmoins une démarche préalable à toute hypothèse interprétative quant aux orientations idéologiques et esthétiques des producteurs et à l'approche heuristique à l'égard des œuvres et des productions scéniques. Il est aujourd'hui envisageable de réviser ce découpage en 2 principales périodes, dont les 2 schémas l'ont indiqué, soit 1920-1960 et 1960-2000, en y ajoutant une période antérieure, 1880-1920, qui voit émerger les premières activités professionnelles, mais dont les composantes restent fragiles avant 1920. De même, il est vraisemblable de penser qu'une autre période s'amorce au tournant de l'an 2000, ce que confirme la conjoncture socioculturelle des dernières années, avec l'apparition d'une orientation EDI dans les instances gouvernementales d'attribution des fonds publics aux arts, et bien évidemment des conséquences à court ou moyen terme de la pandémie sur le milieu artistique en général et pas seulement théâtral. Dans l'intervalle, il sera nécessaire d'examiner de près les mouvements socioculturels en question, le choc pandémique, mais aussi la montée en puissance du numérique en examinant leur impact sur les stratégies artistiques et idéologiques des agents en synchronie. J'imagine que cela devrait déboucher sur une nouvelle synthèse globale qui engloberait par périodes successives de 40 ans, à partir des années 1880 jusqu'au seuil des années 2040.
D'ici là, je pense qu'il faut accueillir avec plaisir la multiplication récente de publications sur le théâtre au Québec, que je comptais énumérer, mais si vous voulez, je vois le temps filer et je ne voudrais pas prendre trop de temps pour cette partie-là. Mais je veux quand même signaler un nombre considérable de publications récentes depuis 2015 qui ont enrichi, continuent d'enrichir la réflexion sur le théâtre au Québec. Et donc, c'est très bon signe sur le dynamisme de notre milieu de recherche. Et c'est très important et que je pense que ça a motivé en grande partie la nécessité de tenir aujourd'hui une journée d'études qui vont nous permettre de faire le point. À ces travaux, donc, multiples, il faudrait ajouter les livres qui proposent les témoignages ou les réflexions de dramaturges ou de praticiens, parfois par le biais d'entrevues. J'énumère ici rapidement, puis il y en a moins, Robert Guric, Olivier Dumas sur le théâtre féminin, avec en partie d'entrevues avec différentes femmes qui ont animé la scène théâtrale. Suzanne Lebeau, qui publie un ouvrage sur sa pratique d'écriture pour les jeunes publics. René Richard Cyr, en entretien avec André Ducharme. Raymond Cloutier sur l'improvisation théâtrale. Il va sans dire que ces publications s'ajoutent à un grand nombre de livres anniversaires, un genre en soi, qui ont célébré les mérites de divers théâtres depuis le tout premier, consacré aux 10 ans du TNM en 1961 par Éloi de Grandmont. Alors, il y aurait eu, en tout cas, un article intéressant à faire sur ces ouvrages autopromotionnels, en quelque sorte, et sur leur modalité d'exposer leur production au fil du temps. Enfin, il est évident qu'aura un impact important sur la recherche future la mise en ligne par Pierre Macduff du site Rappel, qui, depuis 2016, se consacre à documenter par des fiches très détaillées les productions théâtrales en langue française et à but non lucratif depuis 1948. Cet outil de référence en cours de production pourra rendre de précieux services aux chercheurs au fur et à mesure que le nombre de compagnies prises en compte s'élargira. Et je mentionne en passant que cette initiative est endogène en quelque sorte, puisque les fonds qu'a obtenus Pierre Macduff viennent en grande partie des fonds destinés aux arts par les gouvernements. Donc, ce sont des programmes qui sont offerts et c'est heureux que Pierre Macduff ait pris l'initiative de loger des demandes à cet effet. Deuxième point, problématique historiographique concernant les sources documentaires et leur traitement. Je veux aborder ici la question des sources et évidemment de leur accès inégal selon les secteurs à couvrir pour des travaux historiographiques. Les fonds d'archives dans les organismes publics, à la BANQ et aux Archives nationales du Canada, sont nombreux et sont de plus en plus accessibles grâce à leur numérisation grandissante, mais encore à développer. On trouve aussi des dossiers sur les théâtres et les dramaturges dans divers organismes universitaires et dans certains organismes culturels comme le Centre des auteurs dramatiques. Les travaux académiques, mémoires et thèses sont aujourd'hui rendus accessibles par la bibliothèque Papyrus, mais un dépouillement systématique serait bienvenu sous la responsabilité d'une équipe ad hoc, afin de permettre une vue d'ensemble sur les recherches effectuées. Et souvent, bon, si chacun va de son côté pour voir quelles sont les mémoires et thèses qui ont été faites depuis 5 ans, par exemple, mais on n'a pas d'outils actuellement qui réunit ces mémoires et thèses dans un document pour l'ensemble de la communauté de chercheurs. Alors, une telle initiative pourrait voir le jour sous l'égide du CRIC, et je me promets d'en faire la demande prochainement,
Par ailleurs, beaucoup de documents sont conservés par les compagnies théâtrales en activité, mais il n'est pas toujours évident d'y avoir accès sans devoir montrer patte blanche, un euphémisme pour signifier que toute investigation de l'externe y est faite sous haute surveillance. Il en est de même pour les dossiers déposés par les organismes théâtraux auprès des instances subventionnaires, entre autres les états financiers vérifiés des compagnies à but lucratif, qui sont inaccessibles, entre autres aux chercheurs pour des raisons de confidentialité. Il existe une voie de contournement qui permet de consulter les rapports succincts que doivent déposer les compagnies qui ont un permis d'organisme de bienfaisance auprès de l'impôt fédéral qui publie les 10 rapports sur un site accessible en ligne. Il faut quand même s'armer de patience et se résigner à n'avoir accès qu'à des données chiffrées non nominatives, limitées aux 5 dernières années d'exercice financier. De plus, toutes les compagnies n'ont pas un tel statut pour améliorer leur situation financière par des collectes de fonds et autres activités de financement. Or, il m'apparaît crucial de ne pas laisser ce domaine en jachère et il serait souhaitable de pouvoir compter sur la collaboration de départements universitaires en sciences de la gestion pour y voir plus clair. La même difficulté se pose avec le site gouvernemental de l'Observatoire de la culture et des communications. Les données statistiques prises en compte nous laissent cependant perplexes concernant les arts de la scène, car on n'y distingue pas les organismes à but non lucratif de ceux à but lucratif, et pas davantage les productions en saison régulière ou en été. Il serait nécessaire de rédiger un mémoire destiné au ministère de la Culture et des Communications afin de corriger cette situation. Alors, je n'aurai pas le temps, je crois, d'aborder mon troisième point qui, peut-être lors de la discussion, je pourrais glisser un certain nombre de propositions, voilà qu'on m'appelle à l'ordre de moi-même. Merci. Merci beaucoup, Gilbert. Merci pour cette présentation et merci pour cette autorégulation du temps, très appréciée. Donc, je vais passer la parole maintenant à Yves Jumainville. Lucie Robert interviendra en dernier et après, évidemment, la discussion sera ouverte au public. Donc, Yves, c'est à toi. Si j'aime. Merci pour ceux et celles qui ont pris cette initiative d'organiser la journée, cette journée d'études sur le théâtre québécois, son histoire et les problématiques là, à redéfinir, peut-être après les 2 publications dont on a parlé au début de la séance. Ma contribution à moi va forcément recouper un peu celle de Gilbert. Ça va être une vue un peu de l'intérieur sur le processus de fabrication de l'ouvrage, pas pour en révéler tous les secrets, encore une fois, mais pour voir comment on a construit cet objet-là et puis montrer qu'il y a eu des choix à faire, évidemment, durant tout le processus. Et puis, c'est un peu à ça que je vais essayer de réfléchir devant vous. J'ai quand même pris la peine de faire un texte que je vais vous lire, justement pour être en mesure de respecter le temps qui nous est imparti. J'ai même donné un titre à ma présentation qui va donner la couleur. Alors, le titre que j'ai choisi, c'est « Vous avez dit régime ». Alors, voici, je commencerai par rappeler une évidence. La production d'une synthèse historique comme celle que nous avons publiée en 2020 sur le théâtre québécois est une entreprise qui mobilise un grand nombre de personnes. Gilbert David en a été l'initiateur et l'idéateur, et c'est autour de son projet que 2 équipes de chercheurs entourées de leurs assistants se sont tour à tour rassemblées. Le travail s'est déroulé sur près d'une dizaine d'années, incluant la période de rédaction des chapitres et des nombreuses annexes qu'ils comportent. Mais c'est sans compter tout le temps qui a précédé le premier projet subventionné, pendant lequel l'idée d'une histoire du théâtre au Québec a circulé largement
notamment au sein de la Société québécoise d'études théâtrales. J'ai participé à cette discussion dès mes premiers pas dans la discipline, il y a plus de 25 ans. Avec les années qui passaient, l'intérêt pour l'histoire donnait des signes de fléchissement. Il est vrai, mais il est bon de signaler que du début à la fin de notre aventure, ceux et celles qui y ont pris part, de près ou de loin, formaient un groupe hétérogène représentant différents groupes d'âge. Comme je l'ai écrit dans la conclusion générale de notre ouvrage, notre ambition a été de faire la synthèse de la production critique et savante sur le théâtre québécois dans le but de relancer la recherche en histoire. L'avenir nous dira si nous avons atteint notre objectif. La journée d'études qui nous réunit aujourd'hui s'inscrit en tout cas dans cette perspective qui n'a rien à voir, et j'insiste là-dessus, avec une séance d'autocongratulation. J'y retrouve l'esprit qui motivait l'appel formulé à la fin de la dite conclusion, et là je cite, « Si la démarche qui est la nôtre trouve sa pertinence, il est souhaitable que par cette avancée, la discipline de l'histoire trouve un nouvel élan. Celui-ci ne saurait advenir, convenons-en, sans une critique entendue comme acte de compréhension de l'approche privilégiée dans cet ouvrage sur le principe que l'histoire est une opération sans cesse renouvelée de découverte et d'interprétation pour faire émerger du passé sédimenté d'autres histoires possibles. » Fin de la citation. Je me propose, bien que l'exercice m'ait apparu au départ un peu incongru, de répondre moi-même à cette invitation en faisant la critique de notre travail. Une critique qui passe par un retour sur les principes qui ont guidé nos recherches, qui ont déterminé aussi les choix qui ont été faits en cours de route. Sur ce plan, je n'apprendrai rien à personne en disant que faire des choix est à la base de l'opération historiographique ou historique, ce qui ne rend pas la tâche plus plaisante ni moins difficile. Sans révéler des secrets d'alcôve, j'ajouterai même qu'elle a donné lieu à de nombreux désaccords, pour le dire poliment, comme c'est sans doute le cas dans toutes les équipes de recherche. Des désaccords fondés sur des interprétations divergentes de la réalité théâtrale, mais également sur des discordances au niveau du cadre de compréhension utilisé pour sélectionner, classer, ordonner les faits du passé qu'il fallait mettre en récit. J'aime à penser que nous avons été à cet égard fidèles à nos convictions et logiques dans nos choix. La réalité est assurément, dans les 700 pages de l'ouvrage, plusieurs affirmations contradictoires qui témoignent de ces divergences et discordances. La recherche collective est à ce prix. Nous en avons d'ailleurs pris fait et cause, si je puis dire, en entreprenant la rédaction sous le signe de l'essai. Le terme apparaît dans le titre de l'ouvrage, pour ainsi indiquer, mais sans ostentation, que les traces de la subjectivité des rédacteurs ne pouvaient, ne devaient pas être complètement effacées, comme c'est le cas dans d'autres ouvrages similaires. Un sujet récurrent de discussion du comité éditorial a porté en ce sens sur la nécessité d'imposer ou pas une neutralité axiologique dans l'interprétation du passé. Je ne crois pas que ce débat a été résolu complètement, et là encore, les lecteurs pourront mesurer selon leur propre vision comment interviennent dans l'analyse et la hiérarchisation des données les valeurs des auteurs et des autrices. Comme nous avons choisi de ne pas signer les textes, à l'exception des annexes, de l'introduction et de la conclusion générale, cette posture reposait cependant sur un pacte implicite entre nous, voulant que chacun assumait les jugements de ses collègues, même et surtout quand ça ne faisait pas son affaire. J'en viens donc à l'exercice que j'ai annoncé il y a un instant, après ce petit détour exposant le caractère délibératif de nos opérations herméneutiques. Celle-ci reflète d'une part le caractère évolutif de toute enquête historique et le fait que les points de vue changent dans le jeu de la confrontation. Mais d'autre part parce que les mots, les concepts que nous convoquons pour expliquer et justifier nos choix appellent parfois des significations multiples. Dans notre cas, l'un de ces mots concepts a été celui de régime.
Pour qui est familier avec la pensée sociologique récente, et particulièrement celle qui s'intéresse à l'art, il s'agit d'un concept qui embrasse très large. Certains le qualifieraient de fourre-tout, comparable à celui de dispositif, par exemple, dans le domaine des arts scéniques et performatifs. En ce sens que son emploi n'est pas toujours bien contrôlé et qu'il peut ainsi désigner des réalités bien différentes selon qu'on adopte telle ou telle approche épistémologique au cadre disciplinaire. Qu'on me comprenne bien, il est à l'évidence inévitable qu'on ne s'entende pas toujours sur le sens exact des mots qu'on utilise. Ce n'est pas là une marque de dysfonctionnement de la pensée. Au sein de notre groupe de recherche, je n'ai pas souvenir d'une discussion étendue sur la notion précise de régime. Elle a circulé toutefois très tôt dans les documents produits dans les 2 demandes de subvention que nous avons déposées, d'abord au FQRSC et ensuite au CRSH. Son emploi était lié notamment à l'objectif de comprendre la mise en place et l'évolution de l'institution théâtrale. Mais pas seulement, car au final, on retrouve le terme en bonne place dans notre ouvrage. J'ai compté 31 occurrences, c'est facile avec un PDF, dans une grande diversité de contextes d'énonciation et pour parler de différents phénomènes. Dans ce qui va suivre, je ne m'attarderai pas aux emplois du terme qui relève de la langue courante. Par exemple, on parle de régime duplessiste ou d'ancien régime, bien qu'ils appartiennent au même socle sémantique, mais plutôt à ces usages savants qui informent sur les orientations théoriques et méthodologiques de notre recherche. Ce sera l'occasion d'en identifier aussi les limitations au regard des pratiques théâtrales plus récentes et de la difficulté de les intégrer dans notre schéma général de compréhension. On parle de régime pour désigner sommairement tout système de régulation dont l'efficacité et la cohérence reposent sur des principes ou des valeurs en concurrence qui guident ou déterminent l'action des individus. Tout régime est appelé à changer, mais il est d'abord perçu dans l'analyse sociologique comme un facteur de stabilité qui permet de modéliser les comportements en même temps qu'il aide à comprendre comment ceux-ci s'articulent de manière dynamique à des discours, des pratiques et des institutions. Face à cela, il y a 2 grandes écoles de pensée, la sociologie critique de Bourdieu, qui assimile les valeurs des acteurs sociaux à des croyances que le savant est appelé à dévoiler en adoptant une position de surplomb. À l'opposé, la sociologie pragmatique ou compréhensive d'un Boltanski ou de Nathalie Heinisch cherche à faire sens des pratiques dans leur propre univers de légitimité et de justification, à partir de ce qu'en disent eux-mêmes les acteurs. Disons rapidement qu'au sein de notre équipe de recherche, ces approches ont tour à tour été défendues et revendiquées, mais je ne cacherai pas que la sociologie critique a été prédominante, pour la simple raison que le matériau documentaire sur lequel s'appuyaient nos analyses était principalement la presse écrite et le discours savant, dont nous n'avons pas cherché à interroger le contenu idéologique pour nous en tenir à leurs valeurs indicielles ou référentielles. Une histoire du théâtre qui épouserait la posture compréhensive de Heinisch est sans doute possible. C'est l'ambition, si je comprends bien, d'une histoire de la vie culturelle comme celle que pratique ma collègue Lucie Robert. Et à elle de nous dire comment se fait dans cette perspective le travail de cueillette documentaire et le type de lecture qu'il induit. On sait que dans le cas de Heinisch, plusieurs de ses travaux sont le résultat d'enquêtes sur le terrain pour recueillir les discours des acteurs, ce qui était, on l'aura compris, hors de notre portée. Reste que dans notre ouvrage, les références à Bourdieu et à Heinisch sont nombreuses et explicites, notamment dans les 2 schémas de l'institution théâtrale dont Gilbert parlait tout à l'heure, où l'on identifie les forces idéologiques à l'œuvre dans le positionnement des créateurs et des organismes. Dans le 2e schéma en particulier, le système axiologique développé par Heinisch dans ses travaux sur l'art moderne, où l'on oppose régime de communauté et régime de singularité, se superpose au modèle de Bourdieu qui distinguait pour sa part champ de grande production et champ de production restreinte. Suivant une logique d'autonomisation,
Ce sont les pratiques innovantes, suscitant l'intérêt d'un petit nombre d'initiés qui, à partir des années 80, vont imposer la règle de la singularité dans tous les aspects de la création et incarner ainsi la légitimité artistique. Nos discussions là-dessus ont porté sur l'intérêt qu'il fallait accorder dans un espace éditorial nécessairement limité aux pratiques représentatives des deux régimes. À l'évidence, c'est parce que l'expansion de la production nous dictait là encore de faire des choix. Un accord a rapidement été établi que les formes plus conventionnelles, plus consensuelles, associées au divertissement, ce que Hainisch associe au régime de communauté, seraient reléguées à l'arrière-plan. Ce qui ne veut pas dire que nous avons ignoré la production dite mainstream ou associée au courant réaliste, toujours prégnant dans le théâtre québécois. Je n'ai pas pour ma part de regret à cet égard, mais je n'ignore pas non plus qu'il s'agit là d'une attitude risquée, faute d'un autre mot, dans le cadre d'une histoire qui veut à la base rendre compte d'expériences sociales, culturelles et artistiques significatives dans une société, et Hainisch insiste là-dessus, une société démocratique. Société qui est elle-même animée par cette tension entre le commun et le singulier, le consensus et l'originalité, les traditions et l'innovation, la majorité et la minorité. Dans le débat récent sur la diversité culturelle, il s'est invité à maintes reprises dans nos travaux, ce questionnement s'imposait avec insistance dans les termes posés par Hainisch. Nous n'avons pas su ou voulu le mettre à l'épreuve de l'analyse historique, sinon de manière oblique dans le dernier chapitre et la conclusion générale, parce qu'il n'avait pas encore la netteté d'un objet construit par le temps. Mais il va de soi qu'il ne pourra pas être esquivé la prochaine fois. Cette réflexion conduit naturellement aux enjeux historiographiques que sous-tend la notion de régime. Avec François Hartog, mais pas seulement lui, on parle de régime d'historicité. La définition générale que j'ai donnée plus tôt s'applique très bien ici, à la condition de l'entendre aussi comme un système régulant à la fois le discours historique et le rapport au temps des citoyens et des acteurs sociaux. C'est la question, pour tout dire, de ce qui était jadis posé comme une différence fondamentale entre histoire et mémoire, mais que la pensée historiographique actuelle conçoit de plus en plus sous la forme de l'imbrication et du continuum. Il n'y a pas d'histoire possible, toute objective ou savante soit-elle, qui peut être détachée complètement de l'orbite des schémas mémoriels et des conceptions du temps qui circulent dans les sociétés. Le pluriel est ici, je crois, important, puisqu'il met en garde contre toute forme de discours historique déterministe prescrivant un ordre du temps universel. Cela vaut également pour la manière dont les régimes d'historicité successifs, identifiés par Hartog, anciens, modernistes et présentistes, sont interprétés et vécus dans des collectivités différentes, voire à l'intérieur d'une même collectivité, lorsque ces groupes, pour des raisons historiques variées, ne partagent pas le récit commun ou hégémonique. Notre ouvrage n'est pas un essai d'historiographie. La problématique de la mémoire des artistes du théâtre, comme celle des régimes d'historicité travaillant à l'échelle des œuvres, n'est pas un thème qui a été développé largement, ni fait l'objet de nombreuses discussions entre les chercheurs. Il en est question cependant dans les sections consacrées dans chaque chapitre au discours critique et à la production savante en études théâtrales. J'en parle brièvement dans la conclusion générale pour expliquer également que la période que nous avons choisi de traiter représentait une temporalité relativement unifiée, notamment au chapitre de l'institutionnalisation, encadré par une mémoire commune. En revanche, le choix délibéré, car nous aurions pu faire autrement, d'organiser nos analyses sous la forme d'un récit implique que des schémas narratifs ont nécessairement pesé, et je ne le dis pas pour m'en excuser, sur la conduite de notre propos, sur la manière d'assurer certaines transitions et d'interpréter les événements. Le récit national vient inévitablement à l'esprit.
Je parle ici à la fois des données objectives sur le développement de la société québécoise et de ses mythes structurants. Nous y référons surtout dans les parties introductives de chacun des chapitres, mais j'oserais dire que nous les avons aussi tenus souvent à distance pour éviter le piège d'indexer nos analyses des faits théâtraux aux récits politiques et culturels hégémoniques. Je suis conscient en disant cela que d'autres pourront faire une autre lecture. Avec le recul, je pense néanmoins que nous avons proposé une interprétation générale du théâtre au Québec qui met en lumière son historicité ou sa temporalité propre, à l'image du processus d'autonomisation qu'il a suivi sur une période de 75 ans. Il y a peut-être un revers à cela. On trouve peu de place dans nos pages, même si l'on repère plusieurs références pertinentes dans la bibliographie, pour un dialogue avec les travaux des historiens. Mais ce dialogue, pourrait-on dire, doit se faire dans les deux sens. Depuis plusieurs années, la production historiographique nationale s'est peu intéressée au théâtre et aux arts du spectacle, comme s'il s'agissait d'une compétence exclusive des spécialistes du domaine. Espérons qu'un ouvrage comme le nôtre et les travaux sur la vie culturelle contribueront à susciter une curiosité nouvelle et mutuelle. Un dernier élément intervient dans la discussion sur les régimes d'historicité. C'est l'idée inspirée d'Hartog que les pratiques scéniques et dramaturgiques contemporaines seraient inscrites sous le signe du présentisme, signifiant par là une sorte de clôture de l'horizon temporel des œuvres sur le temps présent, sur l'actualité, rendant notamment difficile, sinon problématique, un rapport vivant avec le répertoire. Sur ce point précis, les dernières pages du chapitre 5 sur la période 2000-2015 sont éloquentes quand on s'en remet aux statistiques. La question devient plus complexe lorsqu'on analyse les œuvres elles-mêmes, ce que ne ferait pas toujours le format analytique que nous avions choisi. Je conseille à ce titre de lire l'article de Céline Philippe dans le dossier qu'Hervé et moi-même avons préparé pour la revue d'historiographie du théâtre en 2021 et qui porte sur le déni présumé de la question nationale dans la dramaturgie québécoise depuis 1980. Céline démontre, preuve à l'appui, que si l'année du référendum a provoqué au Québec une reconfiguration idéologique en faisant un retour critique sur les années 60 et le nationalisme, plusieurs des œuvres emblématiques de cette période témoignent du fait que le passé du Québec demeure un matériau fécond pour l'imaginaire, propre à réactiver la question nationale. L'autre versant du présentisme concerne, toujours selon Hartog, l'incapacité de se projeter dans l'avenir. Dans Le passé d'une illusion, l'historien français François Furet écrivait en 1995, et je cite, « L'idée d'une autre société est devenue presque impossible à penser. Et d'ailleurs, personne ne s'avance sur le sujet. Dans le monde d'aujourd'hui, même l'esquisse d'un concept neuf. Nous voici condamnés à vivre dans le monde où nous vivons. » Fermez la citation. En relisant les dernières pages de notre ouvrage et la conclusion générale, je ne suis pas loin de penser que le diagnostic de Furet s'applique à l'état de crise permanent qui s'est installé dans le milieu du théâtre et que vient exacerber évidemment la pandémie qui a mis à l'arrêt ce secteur d'activité avec les répercussions que l'on devine et celles que l'on ne pourra mesurer que plus tard. À l'échelle des écoles et de la formation, pour m'en tenir à un sujet que je connais bien, j'oserais dire que ce catastrophisme fait déjà des ravages. Nos étudiants finissants s'inquiètent de savoir s'ils pourront exercer leur métier dans les conditions actuelles et se demandent s'il y a une place pour eux et elles dans le monde du théâtre qui devra rapidement se réorganiser. Quant à mes collègues enseignants, pour la plupart praticiens, avec qui je discute depuis des années des changements à apporter à notre formation théâtrale pour accompagner ce mouvement de réorganisation, je sens une sorte de fatigue qui s'est installée et qui brouille en effet les perspectives d'avenir. Ce sera un sujet passionnant dans 10 ans, quand nous aurons pris un peu de recul. Si l'on me permet une petite conclusion, toujours à l'enseigne de la notion de régime,
je ferai un pas de côté du côté de Michel Foucault. Au-delà des choix stratégiques, idéologiques et esthétiques qui orientent le travail de l'historien, il y a la question de la vérité. Dans de nombreuses discussions au sein de notre équipe de recherche, se faisait entendre cette inquiétude sur la réception de notre travail. Allait-on être entendu? Quelle réaction aurait le milieu face à la quantité d'informations que l'on mettait en lumière, mais qui, par la force des choses, ne manquerait pas d'en occulter d'autres? De même, quelle lecture allaient faire nos collègues enseignants, chercheurs et nos étudiants, dont certains se disaient nos amis? Allait-il le demeurer? Je vous passe les détails sur les débats animés et les blagues récurrentes que cette inquiétude nous a inspirés pour insister surtout sur le fait que la production d'un discours historique est assujettie à ce que Foucault appelle un régime de vérité, dont les modalités particulières sont régies par des règles, mais aussi par la perspective, par la crainte d'être sanctionné par le maître. Dire vrai, c'est prendre un risque qui n'est pas le même, on en convient, selon qu'on occupe un poste de professeur à l'université ou celui de conseiller du prince. Foucault explique par ailleurs que cette fonction est assignée à certaines personnes et pas à d'autres, et qu'elle est assortie d'une responsabilité éthique. Le prophète, le sage, l'enseignant, le philosophe, le tribun, le scientifique. Dans l'histoire, le statut de celui ou celle qui a la tâche de dire vrai a changé comme les formes discursives que ce discours adopte. Qu'en est-il de l'historien? Je laisserai à d'autres le soin de décider si le savoir historique relève ou non aujourd'hui d'un dire vrai. Je m'interroge plutôt dans la suite de la conclusion de notre ouvrage sur le contexte entourant cette opération et sur la nécessité pour quiconque de parler théâtre dans une société qui semble s'en désintéresser souverainement. La vérité sur son histoire ne saurait être entendue qu'à cette condition. Sans négliger l'importance de s'adresser aux spécialistes, aux étudiants et aux praticiens de la scène, qui était notre tâche principale, je ne peux m'empêcher de penser que le passé du théâtre, parce qu'on ne peut le reproduire, représente une expérience qui mérite d'être plus largement partagée au moyen de la parole, et c'est en cela qu'il comporte une part de vérité. Merci. Merci beaucoup Yves pour cette incursion inattendue dans les coulisses et dans la fabrique de l'œuvre et pour toutes les questions évidemment très stimulantes qu'elle soulève. Je passe donc maintenant la parole à notre dernière intervenante, Lucie Robert, et après son intervention, ce sera l'occasion donc d'échanger pour les trois panélistes et aussi bien sûr avec le public. Donc Lucie, c'est à vous. Merci Jeanne. Alors, je voudrais d'abord remercier les organisateurs de l'invitation à parler ce matin, qui me charme d'autant plus que j'arrive toujours un peu de l'extérieur, un peu de l'étranger, je dirais, dans un milieu qui n'est pas tout à fait le mien, mais qui a toujours, malgré tout, montré un grand intérêt pour mes travaux, ce que j'apprécie toujours. Et je rappellerai en effet que les relations entre la recherche en études littéraires, qui sont les miennes, et les recherches en études théâtrales sont anciennes, mais qu'elles ont longtemps reposé sur un quiproquo, où dans les programmes de lettres, le théâtre est généralement conçu comme un genre littéraire et de ce fait, la recherche accorde la priorité absolue au texte et plus généralement à l'écriture dramatique. Or, le déploiement des études théâtrales en tant que discipline spécialisée postule, comme l'écrivait Alain Viala, dont je salue ici la mémoire, que le théâtre n'existe vraiment comme théâtre qu'en tant que spectacle et qu'elle remet en question la manière dont les études littéraires peuvent et doivent aborder les recherches en histoire du théâtre. Mon point de vue ce matin est de déployer des recherches qui, depuis près de 40 ans, ont été menées en vue de la préparation des divers volumes du Dictionnaire des œuvres littéraires du Québec, puis de la vie littéraire au Québec, recherches qui renvoient à ce que j'appelle de plus en plus une histoire littéraire du théâtre, titre que j'ai d'ailleurs donné à cette intervention. Car l'histoire du théâtre, du point de vue des études littéraires, n'est pas l'histoire de tout le théâtre, mais celle de la vie théâtrale dans la mesure où cette vie détermine les enjeux d'écriture dramatique et contribue notamment par la critique dramatique à la définition du cadre de référence qui circonscrit l'ensemble de la production littéraire.
Du point de vue des études littéraires, l'histoire du théâtre déploie des objets, des sources, des méthodes qui ne coïncident pas nécessairement avec ceux que privilégient les études théâtrales. En outre, s'agissant du Québec, cette histoire apparaît déterminée par des enjeux particuliers ou la domination des répertoires étrangers sur la scène, répertoire français et nord-américain surtout, interfère dans l'écriture, la diffusion et la réception du texte dramatique. Alors, d'abord, l'archéologie. S'il fallait trouver une date de naissance aux recherches sur l'histoire littéraire du théâtre au Québec, sans doute faudrait-il faire une place à part aux années 1930. Comme les autres domaines artistiques, le théâtre ferait alors l'objet d'une investigation historique de nature disciplinaire qui suit plusieurs décennies d'indiscipline, c'est-à-dire de manifestations culturelles croisées ou mixtes selon les mots d'aujourd'hui, mais indifférenciées selon le point de vue de l'époque. Ce qui caractérise les années 30, en effet, est cette disciplinarisation du milieu artistique, un des vecteurs les plus marquants de la modernité, et le discours historique là comme ailleurs vient circonscrire un territoire en même temps qu'il en légitime la pratique, formulant un récit qui donne le sens à la dimension esthétique des œuvres. Alors, bien qu'il ait entrepris ses recherches en histoire littéraire au tournant du 19e siècle, faisant dès la publication de son ouvrage Nos origines littéraires en 1909 une place appréciable à l'œuvre de Joseph Quesnel, dans le chapitre consacré à la poésie, l'abbé puis le monseigneur Camille Roy continuent de traiter le théâtre comme le parent pauvre de la littérature canadienne-française. À la parution de la réédition en 1934 de son Histoire de la littérature canadienne-française, cependant, et pour la première fois, quelqu'un lui répond. Et dans les pages du journal L'Action catholique et bien ailleurs après, Henri Le Tondel le prend en partie, s'appuyant sur les travaux des bibliothécaires archivistes Georges Bellerive et Marie-Claire Daveluy, qui auraient catalogué 500 pièces à la Bibliothèque municipale de Montréal. Dans ce débat se trouvent inscrits les enjeux de l'historiographie théâtrale. S'affrontent deux visions qui ne se distinguent pas leur objet autant que par leur méthode, et il faut bien admettre, par l'âge. Roy est un historien de la littérature, il est professeur à l'université, Le Tondel est critique dramatique, il a été, et il est alors encore actif comme auteur, acteur et directeur de troupe. Le premier ne s'intéresse qu'au texte dramatique comme genre littéraire, le second réclame une certaine attention aux pratiques de la scène. La victoire sera provisoirement celle du maître, Camille Roy, mais cette victoire est de courte durée, car déjà dans son édition de 1939 du manuel, il concédera quelques remarques sur le théâtre qui se joue depuis 1930. Les études littéraires. Karine Seller a bien montré comment le théâtre advient de façon plus soutenue dans le champ des études littéraires. Et je la cite en 1957, c'est donc le manuel du père rédemptoriste Samuel Baillargeon qui intègre l'étude du théâtre à la littérature canadienne-française en situant sa naissance à la création de Ticoc. Il s'agit là bien d'une entrée dans le champ littéraire par la porte de l'enseignement plutôt que par celle de la recherche. Il n'y a pas de là de quoi s'étonner. Depuis longtemps, l'histoire littéraire repose sur une structure générique qui doit faire une place au théâtre. Les auteurs dramatiques dont on espère qu'ils trouveront un modèle dans les œuvres de Shakespeare, Racine ou Victor Hugo sont espérés, sont attendus. La difficulté de faire entrer les nouveaux répertoires, dont le québécois, dans cet ensemble déterminé par une rigide et rigoureuse tradition d'analyse et de commentaire de texte. De ce point de vue, les études littéraires accordent la primauté au texte en tant qu'il est l'œuvre d'un écrivain. D'un certain point de vue, les études littéraires portent sur le théâtre un regard plutôt conservateur et de même que les romanciers ne sont pas toujours les meilleurs auteurs dramatiques, ils racontent généralement trop. De même, les historiens de la littérature négligent le spectacle en tant que pratique interdisciplinaire, faute d'intérêt, mais sans doute aussi faute de compétences. Ils s'intéressent à la critique dramatique et théâtrale comme ils s'intéressent à la critique littéraire en tant que document, source de la réception critique, parfois en tant que monument, c'est-à-dire en tant qu'écriture, voire en tant qu'œuvre, puisque la critique dramatique est aussi un genre. Enfin, il s'intéresse à la vie théâtrale dans les paramètres empruntés à une approche sociologique du fait littéraire ou aux études culturelles. De ce point de vue, la vie théâtrale fait partie des conditions générales de l'écriture. En conséquence, et depuis les origines, les études littéraires se sont centrées sur un patient travail de reconstitution du répertoire dramatique, travail rendu difficile par la rareté des œuvres publiées en comparaison avec le nombre d'œuvres jouées, par l'histoire des bibliothèques, institutions vouées à la conservation des livres, qui jusqu'à tout récemment ont accordé peu d'attention à ce secteur particulier de l'édition littéraire, à quoi s'ajoute l'absence à peu près complète de manuscrits d'archives pour à peu près toutes les périodes de l'histoire. Il y aura là une histoire à écrire de la relation que les bibliothécaires et archivistes ont entretenue à la chose théâtrale, la pratique peu légitimée, discutée, censurée,
parfois interdites. Et si l'on doit à Marie-Claire David-Lui ce premier relevé sur lequel s'appuyait le Tondal dans son débat avec Camille Roy, c'est sans doute qu'elle était elle-même auteure dramatique et directrice d'une collection consacrée à la scène aux éditions Albert Lévesque. Outre les travaux de David-Lui, on pourra rappeler ceux de Georges Bellerive, Édouard Gireffre, John Eyre, René Legré, Pierre Pargé pour ce qui concerne le corpus radiophonique. On a oublié la somme de travail qu'ont exigé de tels répertoires. Et dans l'introduction du tome 5 des Archives des lettres canadiennes qui paraît en 1975, Guibault leur rendait hommage, rappelant toutefois « Nos archives et nos bibliothèques publiques ne s'étant jamais préoccupées particulièrement du théâtre, ne possédaient qu'une documentation insignifiante. La situation de tient en 1975, je rappelle, n'a pas tellement changé d'ailleurs, mais il semble y avoir une volonté de la corriger. » Des problèmes singuliers ont surgi, à commencer par le fait que le texte dramatique est publié dans des conditions particulières. D'une part, il est joué à la scène, ce qui est déjà une forme de publication. D'autre part, il est édité sous forme de livre. Les deux modes ne se recouvrent pas, car il existe un nombre important de textes qui n'ont jamais été rendus disponibles sous forme de livre, bien qu'ayant été joués. De même qu'il existe un nombre important de textes dramatiques publiés qui n'ont jamais été joués, et tout aussi nombreux sont ceux qui, entre les deux modes de publication, ont connu des modifications significatives. Or, tous ces textes perdus, ou trafiqués, ou transformés, n'en ont pas moins circulé. Ils ont été vus, appréciés, imités, reproduits, pastichés. Et ce n'est pas parce qu'un texte dramatique est resté inédit qu'il n'a pas connu de lecture, qu'il ne prend pas son sens dans sa rencontre avec un public. De quoi fait-on l'histoire? Le Dictionnaire des œuvres littéraires du Québec avait pour objectif de reconstituer l'entièreté du corpus de la littérature québécoise, y compris la littérature dramatique, qu'elle soit destinée à la scène, à la radio, à la télévision, ou tout simplement à la lecture, et de proposer une première lecture de ce corpus. La vie littéraire au Québec raconte ce corpus. Elle l'organise en un récit qui est à la fois une histoire littéraire et une histoire sociale de la littérature. Là est le sens du mot « vie » qui désigne cette volonté de retrouver le sens que ces œuvres ont pu avoir pour ceux et celles qui les ont écrites. En tant que genre littéraire, puisqu'il faut bien recourir à cette catégorie pour définir l'objet dont il est question, le théâtre recourt à des codes d'écriture qui lui sont propres. On connaît les effets de mise en page, division en actes, en tableaux, mise en valeur des rôles, des répliques, absence de narration apparente et son remplacement par des procédés didascaliques qui ont pour effet non pas tant de donner des indications de mise en scène que de cadrer l'expérience de la lecture et de créer des conditions de lisibilité. Or, de cette écriture, il y a une histoire qui est à la fois imbriquée dans l'histoire générale de la littérature, après tout le matériau linguistique est le même pour un poète et un auteur dramatique, mais un peu déjantée. En tant qu'écrivain, l'auteur dramatique répond à des exigences doubles et travaille des codes esthétiques multiples, ainsi des codes de langage qui distinguent l'usage du vers de celui de la prose, mais qui peut mettre en valeur la manière d'écrire qui permet la rencontre dans l'espace de la salle. L'alexandrin, par exemple, a son rythme et ses contraintes de diction, mais celles-ci conviennent admirablement aux salles plus grandes et plus profondes qui favorisent l'éloquence et la déclamation, au contraire de la finesse d'une prose épurée mieux adaptée aux petites salles qui favorisent l'intimité. L'objectif est donc de rendre compte de l'espace des possibles, certains diraient des contraintes, que le théâtre ouvre à l'écriture et de la manière dont les auteurs s'y inscrivent. Les enjeux reliés à l'écriture dramatique dépassent toutefois l'usage du matériau linguistique, car la première question qui se posait, pourquoi écrire du théâtre? Quelles sont ces intrigues, ces anecdotes, quels sont ces personnages et ces événements qui exigent l'écriture dramatique, qui ne peuvent pas être écrits sous une forme narrative ou essayistique? Il y a ici l'histoire d'une relation entre un écrivain et une scène, et par là avec un public. Ce qui ne va pas de soi, car il y a toutes sortes de scènes, et le théâtre désigne au départ une activité assez vaste. La scène est ici un horizon, et cette scène est le lieu de la rencontre entre l'écrivain et son public par la médiation des artistes qui vont rendre cette rencontre possible, metteurs en scène, acteurs, scénographes. Ensuite, la littérature dramatique désigne une relation particulière entre un auteur dramatique et la carrière de l'écrivain. Une des choses qui apparaîtrait parmi les plus singulières à un lecteur européen est de constater l'importance, par exemple, que les journaux de la deuxième moitié du 19e siècle au Québec accordent au feuilleton théâtral parisien, qu'ils reproduisent, alors que le lectorat n'a pas l'ombre d'une idée de ce dont il s'agit. Il y a bien entendu une pratique qui répond aux besoins de la presse elle-même en mal de nouvelles,
surtout quand la malposte tarde à arriver, par la suite d'un naufrage ou d'une tempête. Mais il y a sans doute aussi quelque chose comme une aspiration à une certaine densification de la vie mondaine. Le théâtre contribue à énoncer ce type d'aspiration et il offre un modèle. Sur les questions de méthode. Les travaux reposent d'abord et avant tout sur le programme d'une équipe qui met en commun ses bases de données, ses méthodes, ses approches, ses interrogations et qui prend le temps de lire et de discuter des hypothèses, d'analyser, en plus de tendre à uniformiser la pensée et la présentation des ouvrages qu'elle produit. Yves Jupin-Vic vient juste de rappeler les conditions et contraintes de ce type de travail et je n'y reviendrai pas car je les partage entièrement. Alors, mon travail est de reconstruire d'abord et avant tout le répertoire dramatique original d'une époque. D'une part, en faisant la liste des textes dramatiques disponibles sous forme de livres et en identifiant d'autre part ceux qui sont publiés dans les périodiques. Il y en a beaucoup. Ou dans les collections d'œuvres complètes des poètes et des romanciers, dans les archives, et enfin en établissant la programmation des théâtres professionnels et amateurs, bourgeois, théâtre d'art, théâtre populaire, pour repérer les textes qui ont été joués, mais qui n'ont jamais été publiés. Il s'agit aussi bien des textes dramatiques proprement dits aussi que des livrets d'opéra et d'opérette, donc le théâtre lyrique, chansons de revue, sketchs et jeux scéniques, joués ou pas amateurs ou professionnels, peu importe le destinataire. Je ne fais pas de discrimination à cette étape. Puis, je reconstruis la programmation des théâtres, ce qui permet de placer la production locale dans le cadre de la vie théâtrale. Quelle place occupe le texte original, le texte de création sur les scènes locales? Combien sont joués? Sur quelle scène? Par des amateurs ou des professionnels? À Montréal ou à Province? Y a-t-il des metteurs en scène, scénographes, comédiens qui montrent une politique esthétique consacrée à ce théâtre particulier? On pense à des gens comme Julien Daou, Jean-Claude Germain, à des époques différentes. Des théâtres spécialisés. À quel public destine-t-on cette écriture? Quel public s'y intéresse? De là découle la question des esthétiques repérées sur le terrain. L'esthétique de l'écriture ne répond pas toujours aux nécessités du théâtre. L'inverse est tout aussi vrai, c'est-à-dire que le théâtre tourne parfois en rond. Les grands publics et les spécialistes ne fréquentent pas les mêmes salles, les avant-gardes et le grand public non plus. Il y a une géographie des salles et des productions qui détermine la réception des œuvres dramatiques. Une autre série de questions soulève celle des trajectoires et des réseaux d'écrivains. Qui écrit pour le théâtre? S'agit-il de praticiens ou de praticiennes de théâtre ou d'écrivains reconnus aussi dans d'autres genres? Qu'est-ce qu'une carrière d'auteur dramatique? Quelle est sa relation à la carrière du romancier ou du poète? Si l'on veut saisir l'importance que prend le théâtre dans une société, on gagne à observer les types de carrières, celles des débutants, les carrières féminines, les carrières brèves, soit qu'elles soient interrompues, soit qu'elles soient réinvesties ailleurs, dans la traduction, dans la scénarisation ou dans le roman. Il n'existe à peu près pas d'auteur qui est écrit exclusivement pour le théâtre. Il n'en existe qu'une poignée qui ont fait une carrière longue. Notamment, par exemple, Gélina, Dubé ou Chorette. Le premier était comédien, le deuxième scénariste pour la télévision, le troisième traducteur. Ou encore de très, très, très rares femmes, comme Carole Fréchette. L'analyse des textes dramatiques opère par genre et grandes catégories plutôt que par auteur. Dans l'ouvrage que nous produisons, il ne s'agit pas pour moi de découvrir des œuvres, j'en découvre quand même quelques-unes, des œuvres exemplaires, mais de rendre compte de la manière dont les auteurs d'un temps donné s'approprient les codes et les déplacent, d'identifier les préoccupations qui justifient le travail d'écriture, la langue, les débats linguistiques, les classes sociales, la violence, le féminin. Donc des thèmes aussi bien que des problématiques. Par exemple, étudier le premier rôle féminin écrit pour une comédienne féminin, celui de Rose Laurier dans Papineau ou Fréchette, 1880. Notez l'apparition du discours amoureux au début du 20e siècle, le triomphe des jeunes générations sur leurs parents dans les années 60. Je ne porte pas de jugement de nature esthétique et ne montre qu'un intérêt distrait pour l'éventuelle destinée scénique de ces textes. En revanche, il importe de relier le texte dramatique à l'ensemble de la production littéraire concurrente, par les thèmes, les registres, les genres, la rhétorique, et à l'ensemble du répertoire concurrent sur la scène. Ici, surtout le répertoire français, un peu le répertoire britannique et américain. Le dernier volet du travail concerne la question de la réception critique et plus largement le discours sur le théâtre en général et sur l'écriture dramatique en particulier. Il y a là une nécessaire étude des publics et des formes par lesquelles s'expriment ces discours. On distinguera d'abord entre une histoire de la critique dramatique qui porte sur le spectacle et une critique littéraire qui porte sur le texte écrit. De même, on distinguera ce qui s'écrit dans la presse périodique
au quotidien de ce qui s'écrit dans les revues puis dans les livres dont la périodicité est plus distante. Enfin, il faut porter attention aux conditions de la mémoire que crée l'enseignement. Les spectateurs, comme les lecteurs et les critiques de théâtre, ont été formés par la lecture ou la représentation de pièces étrangères, par la lecture des journaux et revues étrangers pendant longtemps. Ils transposent les codes, les naturalisent parfois, parfois non. La réception critique est parfois déphasée, encore faut-il comprendre pourquoi. Et puis les textes littéraires eux-mêmes, et pas seulement les textes dramatiques, figurent parfois à l'activité théâtrale, mettant en scène un personnage de poète ou d'actrice, une scène de spectacle, un théâtre, un cabaret comme de l'action. De tous ces éléments qui contribuent à définir ce qu'est devrait ou pourrait être le théâtre, on peut tirer une idée, des idées, une vision du théâtre, des visions du théâtre, qui se manifestent autant comme un désir ou un rejet que comme une posture esthétique. Et c'est ce qui permet de tracer l'espace des possibles d'une époque donnée. D'ailleurs, c'est précisément cette idée du théâtre, cette vision du théâtre qui m'intéresse en particulier, qui me sert de moteur depuis toujours. De ce point de vue, l'histoire littéraire du théâtre contribue à l'histoire socio-esthétique, mais ni l'une ni l'autre ne désigne exactement la même chose, surtout qu'elle reste complémentaire encore un peu longtemps. Merci. Merci beaucoup, Lucie Robert, pour cet exposé très précis, à la fois sur le plan méthodologique et aussi dont je retiens cette belle phrase « tracer l'espace des possibles d'une époque donnée ». Ça vaut pour le théâtre du passé, bien sûr, mais nous sommes aussi en train de tracer l'espace des possibles, en tout cas d'essayer de les recenser pour notre époque. Alors, je voudrais donc ouvrir la discussion d'abord en demandant aux intervenants peut-être de réagir à ce que leurs collègues ont présenté avant de prendre les questions ou les commentaires du public. Alors, je ne sais pas si Gilbert, Lucie ou Yves auraient quelque chose à dire en réponse ou en réaction à ce que les uns et les autres ont présenté. Est-ce qu'il y en a un de vous, un ou une, qui voudrait se lancer? Gilbert, oui. Bon, d'abord, je veux remercier Yves et Lucie. J'ai beaucoup apprécié les perspectives qu'ils ont proposées parce que je pense qu'elles sont complémentaires. C'est-à-dire que nous sommes à l'étape après la publication de l'ouvrage et c'est suite avec le dossier de revue là, dont on va parler peut-être davantage en fin de journée. Mais on est maintenant devant la nécessité de faire un retour critique, comme le dit Yves, et je pense que notre journée d'études est une amorce en ce sens, et j'espère qu'on pourra aussi diffuser les textes, parce que je vois que tout le monde a rédigé. Au départ, moi-même, je voulais m'exprimer à partir de notes seulement. Puis après, j'ai dit, c'est pas une bonne idée, je vais m'égarer. Bon. Et donc, je pense que les textes devraient trouver un chemin vers la publication, là, sous quelle forme on verra. Et donc, je pense que c'est l'amorce d'un travail qui est nécessaire avant d'entreprendre une nouvelle synthèse, quelle que soit l'échéance qu'on se donne à cet effet. Je pense qu'il serait prématuré de partir tout de suite dans cette direction, mais il faut y voir déjà et former une relève, hein, parce que je pense que, enfin, je vais parler pour moi, là. Je ne pourrais pas, je pense, être très présent à cet effet au cours des 15 prochaines années, là. Donc, il faudra trouver des gens, et je regarde ma collègue Jeanne en particulier, qui, je la verrais très bien entreprendre une chose parce qu'elle a une grande expérience de l'esthétique du théâtre, d'une part, et de son historicité à l'échelle, je dirais, occidentale, disons. Mais je pense que son regard pourrait être précieux pour lancer une nouvelle initiative. Bon, je lui lance la perche.
Merci, je ne la prends pas tout de suite, la perche. Je pense qu'il y a des gens beaucoup plus compétents que moi pour la prendre, mais merci beaucoup, Gilbert, pour cette proposition. Yves. Moi, je voudrais reprendre un peu les propos de Gilbert là, sur les perspectives qui s'ouvrent à nous dans les prochaines années. Bon, je ne sais pas si moi non plus, je vais peut-être être ailleurs à ce moment-là, mais je pense qu'il y en a relève là, pour relever les défis qu'on a nommés, qu'on a pointés dans nos présentations. Je retiens surtout de ce que disait Gilbert qu'aux deux bouts du spectre historique, il y a évidemment la portion plus contemporaine qui nous a posé des difficultés. Là. Hélène pourra en parler un peu plus cet après-midi. La partie, disons, entre les années 2000 et 2015, puis peut-être même au-delà, nous a posé des difficultés parce qu'on se rendait bien compte que le cadre épistémologique qu'on avait établi, non pas qu'il ne fonctionnait pas, mais les données ne permettaient pas de faire les mêmes analyses avec le recul qu'on pouvait faire pour les années 40, 50, 60 et même jusque dans les années 90. Alors, il y a comme dit Gilbert, il y a des nouveaux outils, peut-être une reconfiguration des outils conceptuels qu'on a essayé de développer pour essayer de comprendre la dynamique du champ théâtral dans la période plus récente, puis même au-delà, on devine qu'à partir de 2015, il y a comme une mutation qui est en train de s'opérer. Comment la nommer, cette mutation-là? Je pense que le travail reste à faire. D'ouvrir sur les arts vivants, je pense que c'est la voie, à mon avis, la plus pertinente. Mais je retiens quand même aussi ce que tu dis, Gilbert, qu'il faut commencer dès maintenant à réinterroger ce qu'on a appelé bêtement, je pense, puis moi, je m'accuse parce que je l'ai fait moi-même, retourner à ce qu'on a appelé la préhistoire, c'est-à-dire que l'avant 1920, je pense qu'on doit aussi, puis avec les travaux de Lucie, je pense qu'on doit revenir à cette période-là. Hervé a fait un travail extraordinaire de ce côté-là, mais ça fait déjà quand même presque 15 ans. Les travaux de Jean-Marc aussi devraient être interrogés. On devrait remettre à plat cette période-là. Je ne sais pas si on doit remonter jusqu'à l'Ancien Régime, là, mais disons que le 19e siècle me semble être un chantier qu'il faut réinterroger dans les prochaines années. Ben, merci Yves. Oui, Gilbert. Juste ajouter 2 mots à ce que dit Yves, je suis d'accord. Personnellement, je pense qu'il y a des 19e qui devraient être mis à contribution d'abord. Il en existe de très compétents et qui connaissent mieux que nous, je crois. Nous sommes collés, si je puis dire, sur le 20e siècle essentiellement, et peut-être le 21e. Mais je dirais cependant que l'effort devrait se concentrer sur, à partir de 1880, peut-être que l'année pourrait changer, là, mais en gros, 1880, bon, c'est Jean-Marc Larue qui est le premier à fouiller ce terrain-là, et il n'y a pas eu beaucoup d'autres études là, qui ont été consacrées nommément sur cette période 1880-1920. Vous voyez, bon, j'ai cadré ça par 40 ans. Je ne sais pas si ça tiendrait la route. Moi, je pense que c'est plus, Gilbert, juste pour t'interrompre un peu, je pense que c'est plus vers 1860 qu'il faut commencer. C'est cette période-là, 1860-1880, qui est la moins bien couverte. Je vois que Lucie Robert demande la parole, alors je la lui donne. À vous, Merci. Lucie. La question, Gilbert, c'est de savoir ce qu'on cherche, puis savoir quelle sorte de théâtre nous intéresse, parce que c'est sûr que le théâtre au 19e siècle, ça a son style, ça a son genre, et puis le théâtre après 1945, ça en est un autre, c'est pas tout à fait la même chose. Moi, j'aime bien ta périodisation, malgré tout, de 80, mais je dis, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas revenir avant. Je pense qu'avant, il y avait quelque chose aussi. J'ai commencé là une série sur le théâtre de société. Et on n'a jamais travaillé sur le théâtre de société au Québec. On se concentre de dire qu'il y a un tas d'amateurs dans un coin, puis on traite ça en vrac, dans un grand sac vert, on met ça au vidange, puis on dit, quelqu'un d'autre peut-être s'y intéressera.
Et il y a quand même des formes très particulières qui émergent. Et moi, je m'intéresse au texte dramatique. Alors, ma question, c'est quel est le théâtre qui produit du texte dramatique original? Et c'est le théâtre de société qui en produit, ce n'est pas le théâtre professionnel, qu'est-ce que tu veux. Alors, donc, et il y a donc des nœuds comme ça qu'on finit par isoler, qu'on finit par trouver et qui méritent qu'on s'y arrête. Et donc, de ce point de vue-là, je pense qu'il faut effectivement élargir. Là, c'est l'ouvrage qui est produit pour ce qu'il y avait à faire. Ça, c'est correct. Maintenant, tu dis peut-être qu'on pourrait aller voir ailleurs et voir s'il n'y a pas quelque chose à dire d'un travail antérieur. On remontera là où c'est nécessaire de remonter. On verra là où c'est nécessaire de voir. Tu sais, peut-être qu'un jour, on découvrira que Blanche de Sablonnière a commencé comme choriste dans un opéra de Calixte-la-Vallée. Donc, ça nous remet à 1870 ou 60, tu sais, quelque chose comme ça. Alors, des choses de ce genre-là. Sur la période contemporaine, sur le très, très contemporain, c'est un problème qui est évidemment récurrent pour les gens qui travaillent en histoire. L'histoire du contemporain étant une histoire non terminée, on est toujours très, très malheureux quand on vient pour essayer de travailler à l'intérieur. Comme on n'a pas la clôture, tu sais, c'est comme analyser un roman pas fini. Donner un sens à un roman pas fini. Tu dis, comment est-ce qu'on fait pour donner un sens à un roman pas fini? Alors, c'est la même chose avec ton histoire qui n'est pas close. Et là, ce que j'observe, ce que j'entends de ce que Yves et toi, vous me dites, c'est qu'il y a des problèmes de documentation dans la mesure où on n'est pas devant la même sorte de théâtre. On a des nouvelles formes, on a des nouveaux modèles. Et c'est un problème qu'on a rencontré, nous, dans notre traitement de la documentation à la vie littéraire et au dictionnaire des œuvres depuis à certains moments aussi. Alors, évidemment, ce n'est pas les mêmes problèmes exactement, mais tout d'un coup, quand tu arrives en 1940, tu fais face à une augmentation considérable du matériel documentaire de seconde main. On parle des textes critiques, des commentaires sûrs, du discours sûr. Et là, tu dis, comment est-ce qu'on fait pour gérer ça? Il y en a juste trop. Il faut devenir sélectif, mais en même temps, tu n'as pas envie de devenir sélectif parce que si tu deviens sélectif, trop sélectif, tu vas faire comme tout le monde. Tu vas lire Le Devoir puis tu vas t'arrêter là. Tu sais. Bon, ben, tout le monde a fait ça, lire Le Devoir depuis 100 ans puis s'arrêter là. Et tu dis peut-être que ce n'est pas ça qu'on devrait lire quand on fait l'histoire du théâtre. C'est bon. Surtout l'histoire du théâtre. Et alors, il y a comme des problèmes comme ça. Et donc, ça veut dire que moi, ce que ça me dit, ce que j'entends dans ce que vous me dites, c'est que votre périodisation est probablement bonne. Si vous avez des problèmes à partir de cette date-là, c'est probablement à partir de cette date-là que ça change. Et là, à partir de là, ce qui est important, c'est de garder des traces au présent en vue d'une histoire qu'on va écrire dans le futur. Parce que c'est au présent qu'on construit la mémoire du présent. Ce n'est pas dans le futur qu'on va reconstruire la mémoire de notre temps. Alors, laisser des traces pour les gens qui vont suivre, je pense que c'est ça l'idée.